Nous avons la grande joie de recevoir un écrivain. Il est auteur du livre intitulé Ina. Donc, la personne qui va nous présenter ce livre s'appelle Mariam Sawadogo. Elle est lycéenne, elle doit faire la terminale cette année, s'il plaît, au bon Dieu. Elle va nous faire le résumé du livre. L'auteur qui est là, nous allons aussi lui donner la parole, recueillir ses impressions sur l'exposé et éventuellement lui adresser des questions sur le livre pour qu'elle le livre et éventuellement aborder les thèmes qui sont discutés dans les livres. Merci à vous d'être présents. Je vous demande de mettre vos téléphones sous silence avant de commencer la rencontre pour ne pas la perturber. Je remercie la présence ici du promoteur de Jam TV avec nous, M. Bougari Guindo, qui nous fait honneur de sa présence. Merci à vous, M. Guindo. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'exposant. D'habitude, elle doit avoir 20 minutes pour son résumé, et pour que, après son intervention, nous puissions donner la parole à l'auteur et aussi à l'assistance pour des réactions par rapport au livre. À la modération, vous avez Mahmoud Issa Samake. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'exposant pour son résumé. Mariam, on est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je me nomme Mariam Sawadogo et je fais la classe 11e lettre, bientôt 12e, au lycée public de Niamakoro El Niama. Je remercie tout le monde, l'auteur et le modérateur. Je commence mon exposé avec biographie. Mais je peux commencer. Abdoulaye Cissé, né à Badianara. Abdoulaye se passionne pour la littérature dès son jeune âge et se découvre un amour pour l'écriture. Après ses études universitaires en sciences sociales option sciences de l'éducation, il entame plusieurs autres formations, notamment en sécurité sociale et en stratégie de communication politique. Ce roman est pour le moment son seul livre qu'il a écrit. Résumé. Adou, un jeune né dans une famille dont les parents sont des fonctionnaires. Il était très bien à l'école. C'est pour cela d'ailleurs que son père l'appréciait. Après ses études, il se lance dans l'enseignement comme enseignant vacateur dans les lycées. Avant de s'orienter vers une organisation humanitaire, il fera la rencontre de Ina, qui travailla au sein de cette même organisation. Il tombe amoureux de la jeune dame qu'il finira par épouser après quelques épreuves traversées. Sur la première couverture, on voit un homme et une femme qui se tiennent la main en faisant face et qui font le signe d'un cœur sous le soleil couchant au bord d'une rivière. Étude thématique. Amour. Le thème principal de ce livre est l'amour. Adou aime Ina. Il le lui fait faire savoir à travers des messages, des poèmes qu'il les lui dédie. Le mariage que vaut l'amour que l'on déclare pour une personne si la finalité de passer le reste de sa vie avec la personne. L'amour de Adou était sincère, si sincère qu'il l'a demandé en mariage. Ina était un peu réticente du fait de l'échec de son premier mariage. Mais l'amour étant plus fort que tout, elle a fini par céder et accepter la demande de son amoureux. Étude, éducation, 3e. L'auteur touche à l'éducation en faisant le constat amer de la baisse du niveau des élèves qui a d'ailleurs poussé Adou à laisser l'enseignement pour s'orienter vers un autre secteur.
Quatrième, la société. Quelques problèmes de la société sont dénoncés dans le livre, notamment la prolifération des vidéomans qui, sans aucune maîtrise, s'expriment sur et n'importe quoi. Aussi la fâcheuse habitude des gens de ne pas respecter les heures des événements. Critique littéraire. Ce livre est écrit en un français facile. Il n'est pas trop volumineux et aborde des sujets d'actualité et des thèmes pertinents qui sont très bien traités. Conclusion, la fin. C'est un livre très intéressant et je vous invite à le lire. Merci pour votre aimable attention. Merci pour la brièveté de votre exposé, chère exposante. On fait retenir que ce livre est un roman tout d'abord, comme vous pouvez le voir ici sur la couverture. On voit une dame et un jeune homme qui se font face et font le signe du cœur de la main. Ils sont au bord de la rivière, devant le soleil couchant. Vraiment, cela symbolise tout l'amour que ces deux personnes avaient l'une pour l'autre. Il s'agit de Ina qui va devenir la femme de Abou. Les deux travaillent ensemble dans une organisation humanitaire. Comme thématique principale, nous avons l'amour qui est le thème central, comme nous l'a dit l'exposant. Nous avons aussi la question de l'éducation qui est abordée, la baisse du niveau des élèves. Nous avons des questions de société, notamment la prolifération des vidéomans qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune maîtrise du métier, mais faute faute d'emploi qui se transforment en vidéoman et s'expriment sur tout et n'importe quoi. Nous avons aussi la fâcheuse habitude du retard des gens sur les événements. Je crois que nous ne sommes pas mis à la matière parce que l'événement était censé commencer à 15h, on a commencé à 15h30. Ce qui veut dire que nous aussi nous sommes concernés par ce que l'auteur a dénoncé dans son livre. Nous sommes aussi des mauvais élèves dans ces domaines. Il y a une question centrale qui a été posée sur laquelle nous allons certainement y revenir. Il y a l'exposant qui a posé la question: que vaut l'amour si la finalité n'est pas que les deux personnes finissent ensemble dans le cadre des mariages? Ça, c'est la question qui a été posée. Je crois on va tous nous exprimer sur ces sujets. Mais bien avant qu'on ne vous donne la parole, je vais me tourner vers l'auteur. D'abord, première impression, M. Cissé, est-ce que vous vous reconnaissez dans les résumés faits par notre exposant? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a parlé de votre livre? Bon, avant l'entame du propos, je tiens vraiment à remercier les uns et les autres pour avoir effectué le déplacement, surtout pour avoir choisi le roman Ina pour pouvoir l'exposer au sein de notre club de lecture Kalambo, que j'ai connu depuis quelques années de cela. J'ai l'habitude de venir ici participer à un exposé de mon livre. Donc, je pense que le résumé donné par mademoiselle, vraiment, elle a bien détaillé en grande partie ce qui est dans ce roman-là. Et là, pour répondre à votre question, je reconnais ce qui a été dit dans ce roman et elle l'a bien lu et elle l'a bien détaillé. D'accord. On apprend aussi à travers elle que ce livre est votre tout premier roman. Et quand quelqu'un écrit, la première question qu'on a envie de poser à la personne, ça c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? D'accord. Donc, comme elle l'a si bien dit, c'est mon premier roman. C'est un premier essai que j'ai écrit. Et je ne vais pas cacher ici que j'ai pu écrire ce livre-là grâce au soutien indéfectible de votre camarade Issa Assi, ici présent, qui m'a rendu vraiment un énorme service. Donc, c'est mon premier roman et ça parle vraiment du quotidien de tout un chacun. Je sais, beaucoup d'entre vous vont se poser des questions, mais est-ce que ce roman-là n'est pas une autobiographie? Je sais parce que je vois déjà des sourires aux lèvres de certains d'entre vous. Mais ce qui est sûr, je vous dirais quand même que dans ce roman, je peux dire qu'il y a un vécu. Et un vécu, ce n'est pas forcément moi, c'est une histoire que je raconte comme toutes les autres histoires. Mais en partie, l'auteur se retrouve dans ce roman. Voilà, l'auteur se retrouve dans ce roman.
parce qu'on a pris certains personnages. Donc maintenant, pour être plus explicite, j'y ai incarné le mien. Donc voilà. Et cela sous-entend déjà que, parce que vous dites qu'il y a une partie de vous, et cela sous-entend que ce livre parle d'une expérience vécue. Bon, ce livre parle d'une expérience vécue, mais ce n'est pas l'expérience qui est vécue par l'auteur lui-même. Donc c'est une histoire vraie que je raconte à travers ce livre. Mais pas l'histoire vraie de l'auteur. Pas l'histoire vraie même de son auteur. Et l'histoire vraie de son auteur, tu le sais bien, ça c'est dans mon second roman qui est presque terminé. Donc là, c'est l'histoire de l'auteur lui-même. Et je sais aussi que vous aurez la chance vraiment de le parcourir. D'accord. L'éducation, c'est la question qui est abordée dans les livres. Tout le monde dénonce la baisse du niveau des élèves et étudiants. Tout le monde parle du fait que les étudiants n'aiment pas lire. Et comment dire, on se contente de constater cela. Mais est-ce que quand vous avez abordé la question dans les livres, parce que c'est le principal personnage qui est Abou, il a commencé d'abord à enseigner et après il a abandonné l'enseignement pour se rendre vers les jeunes. Pas qu'il n'était pas bien payé, mais je crois que ce qui l'a le plus démotivé, ça c'est la baisse du niveau des élèves. Parce que quand on est enseignant et ce qu'on dit n'est pas compris ou n'est pas pris au sérieux par les élèves, parfois ça démotive. Est-ce que vous avez proposé des solutions par rapport à ces phénomènes dans les livres? Oui. D'accord, donc ce livre parle aussi, parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans ce roman-là. Ce n'est pas un roman qui est spécialement basé sur l'amour. Hein. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, les faits de société, nous avons l'éducation et notre quotidien en un mot. Oui, j'y ai parlé surtout de l'éducation. Vous savez, vous conviendrez avec moi que notre école est plus que malade. Hein. Nous allons à la baisse déplorable de notre niveau. Vous avez vu que c'est très très difficile maintenant de voir un élève peut-être qui est en classe de terminale qui peut vous aligner une très bonne phrase en français. Si j'ai verbe complément, c'est un tas de problèmes. Vous avez vu aussi que nous sommes en perpétuelle crise. Et ces crises-là, surtout c'est l'insuffisance aussi du taux d'enseignement. Vous avez vu que partez par exemple maintenant dans les différents lycées privés, vous allez voir que vous avez un seul professeur de lettres qui peut couvrir au moins 5 à 6 heures, 7 salles de classe. Vous avez vu? Ça c'est le 1. Il faut reconnaître aussi que nous partons aussi du fait que les élèves aussi ne s'adonnent pas à la lecture. Parce que vous avez vu que la lecture, elle a plusieurs vertus. Pour ne pas vous couper la parole, les personnes d'ailleurs, Abou était quelqu'un qui aimait beaucoup la lecture. Il aimait beaucoup la lecture, il était tout le temps dans les bibliothèques, tandis que ses autres camarades de classe, ça donnait vraiment à autre chose. Par exemple, maintenant, les jeux de cartes, les jeux de football, les jeux vidéo, etc. Il était tout le temps là, assis, dans les bibliothèques, à la recherche du savoir. Vous avez vu que la lecture, les livres maintenant offrent un vaste réservoir de connaissances. Je dis bien un vaste réservoir de connaissances. Elle améliore le vocabulaire surtout, qui est très important. Et après cela aussi, et beaucoup de compétences aussi sur la communication. Vous avez vu que nous avons certains camarades, ce n'est pas question qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, mais l'art de le faire. Et surtout en public, cela pose énormément de problèmes. Et puis la lecture, elle ouvre l'esprit. Elle ouvre l'esprit. Donc, je vous repose la question. Vous êtes d'accord avec moi que notre système éducatif ne répond plus aux normes? C'est vrai. Je donne juste un seul exemple. Pour ceux qui sont à l'université parmi nous, depuis 1996, avec la création de l'université du Mali, depuis 1996, nous avons les mêmes formations qui sont là. La FSJP, la faculté des sciences économiques politiques, chaque année, nous assistons à la production des milliers de jeunes détenteurs d'une maîtrise en droit, sans issue favorable. Allez à la Flash, d'où j'ai été formé. Chaque année, vous avez des milliers de sociologues qui sortent. Vous avez des milliers de détenteurs d'une maîtrise en géographie, aménagement, géographie, etc. Mais sans pour autant qu'il y ait une possibilité d'accompagnement. Il est situé.
Et vous êtes d'accord avec moi que allez-y dans les lycées privés, vous allez voir qu'il y a certains qui ont des diplômes de droit qui enseignent lettres dans les lycées privés. Et vous allez voir quelqu'un qui a une maîtrise en sociologie donner des cours d'histoire et de géographie. Ce n'est pas la qualité. Nous ne sommes pas à la recherche de la qualité. Pourquoi? Parce que vous avez vu que les détenteurs des diplômes de l'école normale supérieure veulent à tout prix qu'on leur paie au moins les 2000 francs de leur requis. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a pas un diplôme, qui a une maîtrise en sociologie, une maîtrise en droit, il peut accepter de prendre banalement les 1000 francs que ces promoteurs d'école leur proposent. Avec ça, comment voulez-vous que nous ayons une école performante et apaisée? Parce que lui, il s'est dit seulement que bon, moi je vais faire mes 2 heures, pas de problème. La qualité de l'enseignement, ce n'est pas son problème. Merci pour ces réponses apportées à ces différentes questions. Nous allons nous tourner vers l'assistant pour les réactions, des questions, des critiques, des suggestions. Aujourd'hui, on reparle encore du thème de l'amour. L'autre fois, on avait posé la question, est-ce que l'amour existe? C'était la question qui avait été posée. Et je crois, on posait aussi la question, est-ce que l'amour sans inconditionnel, un amour sans condition aucune, est-ce que ça existe? Il y a quelqu'un qui avait répondu à l'affirmative que ça existait, que vraiment c'était son cas aujourd'hui avec une personne, je ne sais pas si il va encore me le confirmer ici ce soir. En tout cas, on est à vous, n'hésitez pas à prendre la parole parce que le temps file et on a beaucoup de jours à se dire. Madame, vous voulez avoir la parole? Des questions, des suggestions, des critiques? D'accord, entre-temps, on va se retourner vers Djibril Labouni qui est en train de jeter un coup d'œil sur le livre. Djibril. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ça fait longtemps que je suis malade. Naturellement, c'est dû à plusieurs raisons. Donc, pour la deuxième fois, vous nous donnez la parole. D'abord, c'est pour remercier le ministère pour la présence. On a voté pour le poste et la exposante sur le modèle. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai constaté à la tête que le livre a une leçon. Une leçon, ce n'est pas volumineux, mais ça, les thématiques qui sont abordées dans le livre à travers le résumé, c'est vraiment intéressant. On doit vraiment comprendre la réalité. Mais surtout les thématiques centrales qui est dans le livre comme ça intitulé directement à une personne, là on se pose la Je vais répondre à M. Doucouré, à votre question. Et j'apprécie beaucoup cette question-là. Puisque vous-même, vous avez répondu à la question-là en essayant de donner la réponse, en essayant de donner la définition même de l'amour. Vous dites qu'il ne sert à rien de tomber amoureux, mais on peut garder cet amour-là en soi sans que la personne-là ne puisse être au courant. C'est ce que vous venez de dire, non? Mais encore, vous posez la question de savoir si la personne est obligée, concernée, est-elle obligée de savoir si on l'aime ou pas. Donc il faut peser. Moi je pense que quand on aime une personne, il faut qu'elle le sache, c'est très important. Quel qu'en soit, qu'elle soit d'accord avec nous, qu'elle accepte cet amour ou pas. Parce que ça ne sert à rien de garder une flamme qui brille en soi sans pour autant l'extérioriser. C'est pas possible. Quand vous aimez, faites-le savoir. Il y a plusieurs facettes de montrer à une personne que l'on aime. Plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Dont je vais te citer quelques-uns. Avant nous, quand on était jeunes, là, quand on aimait quelqu'un, la première des choses à faire, on cherchait à connaître son meilleur ami tout en lui écrivant une bout de notes, d'avoir donné ça, c'est là. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ce temps-là est révolu. Il y a les téléphones et ce n'est même pas ça. Même si, à travers même le regard, on peut savoir que vous aimez une personne. Votre façon de parler à une personne, votre façon de la regarder, l'attention que vous lui accordez. Donc, c'est pour répondre à votre question, il est très important de montrer à une personne qu'elle cherche tout l'amour qu'on lui donne. Ça, c'est ma perception.
crois que d'ailleurs, si tu es amoureux de quelqu'un à Kalambo aussi, sans que la personne ne sache, il faut voilà, déclarer. Non, c'est juste une question qu'il a posée. Et je vais revenir à M. Balo. L'amour n'aurait pas d'ailleurs de sens si on ne le déclare pas à la personne. Mais est-ce qu'on doit faire en dépendre notre bonheur de cet amour-là? Non. Tu as parlé d'attachement. Il y a la réponse à la question. D'accord, on va tourner vers la question de Balo. D'accord, donc, qu'est-ce que l'amour selon vous? Voilà, selon moi, qu'est-ce que c'est que l'amour? Balo a posé cette question. Selon moi, l'amour même, c'est la vie. En dehors de la vie, il n'y a pas d'amour. C'est cette définition-là même que j'ai mis dans les livres. L'amour, c'est la vie. En dehors de la vie, il n'y a pas d'amour. D'accord. Il y a Djibril Maïga qui pose la question, pourquoi le titre Ina? Très bien. Donc là, c'est la question la plus importante pour moi. Je vais répondre parce que quand il a posé cette question-là, tous les regards se sont tournés vers moi en fait. Donc Ina, c'est l'actrice principale même de ce roman. On pouvait bel et bien dire prendre les deux personnages, Ina et Adou, Adou et Ina. Mais je préférais vraiment personnellement, prendre le nom Ina, puisque tout tourne autour d'elle. Et puis quand on aime une personne, on lui dédie notre chambre, on lui donne le nom de son nom à notre code, à notre mot de passe. Mais est-ce que ce temps n'est pas révolu maintenant? Vous avez vu? Donc Ina, c'est l'actrice principale même de ce roman. Donc tout tourne autour d'elle. L'histoire même, c'est l'histoire des deux personnes, mais la personne concernée même par cette histoire, c'est Ina. Adou a aimé Ina. Vous avez vu dans ce roman-là, il y a plusieurs poèmes qui sont insérés dedans. Plusieurs poèmes. À chaque fois qu'il était là en train de penser à elle, il avait automatiquement. Je l'ai même dit dans le livre, je dis comme Boileau l'a dit que tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, il est beau pour le dire aussi, bien aisément. Donc ça venait en boucle. C'est là qu'il lui écrivait ses poèmes. Et c'est d'où même c'est Ina même qui a poussé Adou à écrire un livre. Parce qu'elle a vu et elle a su que ce dernier avait un talent fou qui est caché en lui. Donc, je reviens aussi à une question que m'avait posée. Selon moi, et parlons de l'éducation, étant spécialiste des sciences de l'éducation, puisque j'ai étudié les sciences de l'éducation à l'université, moi je pense que notre système éducatif est révolu, ça ne répond plus aux normes. Je l'ai beaucoup mentionné dans mon second roman qui est en écriture. Il est temps maintenant de passer à autre chose. L'offre est là et la demande. L'offre est là et la demande. Vous avez vu avec le nouveau système du lycée, quand on a commencé maintenant, on avait laissé les séries sciences humaines, les séries sciences exactes et autres. Nous avons commencé à partir avec les 10e communes. Après, vous avez vu, on a maintenant les 10e lettres, les 10e sciences expérimentales, les 11e sciences économiques, etc. On aurait dû commencer depuis par ça. Mais jusqu'à présent, je sais que ce système n'est pas saisi par beaucoup d'élèves. Vous avez vu, même au niveau, en terminale, par exemple, maintenant, moi je pense que l'État doit être en mesure maintenant de commencer à prendre des professeurs, de les former sur une stratégie d'orientation de ces futurs bacheliers-là dans nos universités. Cette faculté offre telle formation. Quels sont les débouchés? Mais imaginez, chaque année, je dis bien chaque année, et c'est ce même système-là qui est en train de continuer. Depuis 1996, à la flash, chaque année, vous avez des milliers de géographes qui sortent, vous avez des milliers de détenteurs d'une maîtrise en anglais qui sortent, des arabisants, etc. Mais est-ce que l'État peut avoir du travail pour tous ces jeunes? Non. Moi, je pense qu'il faut commencer par professionnaliser notre université depuis au niveau des lycées. Ça, c'est... Maintenant, la question suivante, ça c'est... Beaucoup de personnes s'aiment à la folie et quand vient le mois de mariage, elles se frottent au problème de la société. Est-ce Adou et Ina ont fini par se marier?
Adou et Ina ont fini par se marier. Adou et Ina ont fini par se marier. Comme tu l'as si bien dit, beaucoup d'amourettes ne durent pas trop longtemps. C'est vrai. Au moment où il y a peut-être la femme qui dit, bon, mes parents sont en train de me demander vraiment, il est temps vraiment que tu passes à autre chose. Hein. Nous l'avons tous fait, on défile souvent, non, bon, moi je ne suis pas prêt. Moi je ne suis pas prêt, je n'ai pas de travail ni rien. Vous avez vu que dès que vous sortez ensemble, une année, deux années, automatiquement les parents commencent à mettre la pression. Bon, mais il est vraiment temps, celui-là il est tout le temps là, il vient, mais il est vraiment temps d'arrêter. Demande aussi le sérieux qu'il vienne. Donc là, c'est des amoureux, mais une personne que vous aimez avec qui vous êtes prêt à sacrifier votre vie, il faut partir. Et quand la personne vous aime réellement et sincèrement, elle va vous suivre dans cette aventure. Vous avez vu tous les grands qui sont là actuellement, ont cheminé avec leurs copines d'amoureux de bas âge jusqu'à présent. Le matériel n'existe pas en amour. Hein. Vous avez vu, souvent il y a de ces filles-là qui prennent de l'argent des autres petites amies pour les donner ça à leur titulaire. Vous n'avez jamais... Bon, je sais que vous en savez beaucoup. Peut-être beaucoup d'entre vous même a été victime de ça. Hein. On prend vos crédits, on donne ça à quelqu'un. Et quand la famille refuse, il ne faut pas forcer. C'est vrai, il faut se battre pour l'amour, mais il ne faut jamais se battre. On ne se bat pas pour chaque amour. L'amour, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Et si cette union-là vient à scinder ces familles-là, je pense que parfois ça va même au-delà des ça va même c'est l'union entre deux familles. Même parfois des clans. Donc parce que quand les parents s'opposent à une union, je pense que mieux vaut renoncer. Parce qu'au cas où ça va mal finir, on t'avait dit. Oui, c'est ce qu'on va dire. Maintenant, la question fatidique revient. Et c'est notre donc, comme tu l'as si bien dit, la question fatidique dans ce roman-là, beaucoup m'ont posé cette question. Est-ce que c'est une autobiographie? Je dirais que c'est pas une autobiographie, mais un auteur qui écrit un roman et qui ne met pas du sien, vous n'aurez jamais voir ça. C'est compliqué. Très compliqué. Et là, je reconnais ici, je l'ai reconnu pendant la cérémonie de dédicace, pendant les différentes interventions que j'ai eu à faire sur les plateaux télé. J'ai une partie de mon histoire qui figure dans ce roman. Et dans ce roman de Ina, j'ai joué un rôle en y mettant une partie de mon histoire. Parce que je manquais de personnage. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Nous allons nous tourner vers l'exposé. Le point de vue de l'exposé ici. Le nom Ina. La photo aussi qui est sur la photo. Principalement le nom du livre. Je n'ai jamais entendu vu. Même que le nom d'un livre est comme ça, Ina. En ce sens, la couverture des titres de livre joue un grand rôle dans la communication parce que la première des choses que les gens remarquent, ça c'est la couverture des titres. Et quand ces deux choses-là attirent déjà, les gens sont curieux de découvrir les contenus. Peut-être les contenus peuvent se montrer décevants quand même, mais juste à travers la couverture, la photo de couverture, parfois on attend. Vous voulez démontrer le cœur aussi. Certainement. Certainement. Donc, on fait la transition d'ailleurs déjà en donnant la parole à M. Sori. Voilà. Merci beaucoup. Merci à l'exposant. Merci au modérateur. Merci monsieur l'écrivain. Je suis très ému d'être parmi vous. J'espère que en laissant l'enseignement au profit des projets, puisque c'est de là qu'il a rencontré l'amour de sa vie. Ce n'est pas le côté salaire.
il avait envie de découvrir d'autres horizons. C'est ce qui l'a amené en milieu rural. Est-ce que c'est compris? Voilà, je pense avoir répondu à votre question. De deux, moi je dirais que la désorientation des jeunes, parce que vous avez parlé de modèle, ce n'est pas un manque de modèle ni un manque de repères. Hein. Les jeunes vont là où les gains faciles est possible. Je reprends. C'est le gain facile. Actuellement, vous avez vu tous les jeunes, même ceux qui n'ont aucun talent de communicateur, ouvrent aujourd'hui leur web TV. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent en faisant des publicités. Des gens qui ne donnent même aucune information. Je dis bien, vous avez vu récemment, il y a l'État qui a pris une réglementation pour pouvoir que ces gens-là puissent être formalisés et autres. Parce que vous avez toutes les informations, ils passent sans contrôle et sans pour autant traiter cette information. Mais vous avez vu que lorsque quelqu'un dit que bon, j'ai ouvert mon web TV, automatiquement ils font des lettres de partenariat dans les différentes grandes entreprises et sociétés. Et en retour, ces derniers aussi les sponsorisent. Peut-être tu vas trouver qu'ils n'ont même pas la moitié de cette somme-là escomptée pour pouvoir faire une publicité. Juste pour ça. Et ça, c'est un. De deux aussi, il a parlé de comédie. Maintenant, je forme un groupe, je me mets à raconter de n'importe quoi et puis les gens m'applaudissent. Bon, Issa Samake, peut-être promoteur d'une société de vente de lait, il peut me prendre comme ambassadeur de sa marque. Souvent, il me donne, bon, prends 30 000 francs pour ton forfait. Donc, il préfère prendre cet argent-là qui est resté assis à longueur de journée en train de prendre du thé ou bien en train de regarder sa combinaison pour les chevaux. Donc, moi, ça, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. D'accord, merci. Madame, on est à vous. La baisse du niveau. Quelles sont les causes principales de la baisse du niveau des élèves? D'accord, donc, M. Doumbia, je vais répondre rapidement à votre question. Vous avez posé la question à savoir quelles sont les différentes causes de la baisse du niveau. Donc, moi, je dirais tout simplement que la baisse du niveau incombe aux deux. La famille d'abord, parce que la première de l'éducation, c'est en famille d'abord. Hein. Et là, c'est pour te rappeler que c'était le thème de mon mémoire quand j'étais à la faculté, le rôle de la famille dans la réussite scolaire de l'enfant. Le suivi parental n'existe plus. Si celui qui suit son enfant à la maison et celui qui ne le suit pas, les deux n'ont pas le même rendement. Hein. Ils n'ont pas le même rendement. Donc je dirais que les fautes incombent aux deux. Mais moi je pense que la faute incombe d'abord à la famille. Voilà, ça c'est la première question. Abdoulaye. Oui, donc quand il a parlé de Adou et Abdoulaye, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Moi je m'appelle Abdoulaye. Voilà. Tu peux penser que c'est le diminutif, hein, c'est possible, puisque beaucoup y ont insinué, mais non, ça n'a rien à voir. Samuel pour la question. Y a-t-il des obstacles dans l'union entre Adou et Ina? S'il y en a eu des obstacles, beaucoup même d'ailleurs, puisque c'est par la perspicacité et la persévérance de Adou qu'il a su gagner le cœur de Ina qui était tellement réticente, puisque dans l'ouvrage je l'ai mentionné, Ina a contracté un premier mariage qui n'a pas marché. Donc ce sont les séquelles qui sont restées en elle, c'est ce qui a fait qu'elle n'avait plus goût à rien. Donc Adou a été vraiment très persévérant. Elle a continué au fur et à mesure et elle a su vraiment gagner le cœur de cette fille-là. Voilà. Il y a des amours qui se voient confrontés à des problèmes, à des épreuves, mais est-ce l'amour qui triomphe toujours? Bon, dans certains cas, oui. Si les deux se sacrifient. Qui parle d'amour parle de sacrifice. Hein. Ou bien, qui parle d'amour parle de sacrifice. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui se sont mariés à l'encontre des deux familles. Quelqu'un a énuméré le cas social ici, je pense que c'est Nakani qui a énuméré ce cas à travers ses contraintes sociales, mais ils ont su braver cela. Et l'amour a triomphé. Mais d'autres préfèrent vraiment se rétracter
pour ne pas créer davantage de problèmes. D'accord. On ne sait pas si celle qui a posé cette question est confrontée à un problème de ce genre. Samira, est-ce qu'il n'y a pas d'une expérience personnelle? D'abord, elle pose la question, comment peut-on savoir à quel moment on se rend compte réellement qu'on est amoureux? Donc là, je reviens avec cette fameuse citation de Boileau qui dit « Tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots aussi pour le dire viennent aisément. Il faut essayer de mesurer le pour et le contre, tu comprendras. Tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots aussi pour le dire viennent aisément. » Comme vous êtes enseignante de formation, je pense que vous avez compris. Mais est-ce que l'amour ne déroge pas à cette règle-là? Parce que parfois, quand on est très amoureux d'une personne, face à la personne, on manque de mots. Oui, ça c'est l'intensité. C'est l'intensité de la flamme qui brille en soi. Souvent, vous voyez que quand vous êtes face à la personne aimée, vous vous mettez à trembler. Souvent, on vous demande même qu'est-ce que vous dites rien. Et là, je rejoins mon frère Jeff Clay qui dit qu'il n'aime pas vraiment cette hypocrisie humaine. Il faut toujours vraiment dire ce que l'on pense. Soit ça passe, soit ça casse. On va demander son avis à l'exposant. Quand est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est réellement amoureux? Ah, l'auteur a déjà tout dit. Mais cela ne vous empêche pas aussi de donner votre point de vue sur la question. Elle suit la question. Bon. Ali Togo s'intéresse à l'édition parce qu'il pose la question quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés oui, Ali Togo. Dans le cadre de l'édition de cet ouvrage. Bon, dans le cadre de l'édition de cet ouvrage, je pense que je n'ai pas eu trop de problèmes. Puisque ces livres-là, je les financé sur fonds propres. Mais j'ai eu trop de temps parce que la correction, il fallait ajouter. Tout le temps, la maison d'édition me disait, bon, il faut ajouter ceci, il faut enlever cela, il faut ajouter ceci. Je pense que c'est des problèmes. Bon, c'est mon premier essai, donc je n'ai pas voulu aussi trop tirailler. Parce que c'est eux qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Donc c'est mon ami qui a préfacé le livre-là qui m'a envoyé vers cette maison d'édition-là, donc qui l'a corrigé et qui a vraiment voulu que j'enlève. Issa en sait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées dans ce roman. Beaucoup de choses qui ont été soustraites dans ce roman-là. Beaucoup. Sinon, on allait aller vraiment à beaucoup de pages. Mais bon, c'est les faits de société. Donc, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de l'édition. Voilà. Donc, c'est le seul problème que j'ai raconté dans ce problème-là. Et après, mais aussi, le livre a eu un prix littéraire. Malheureusement, pas encore, je suis sur cette lancée-là. Et je pense que ce livre-là aura un prix, s'il plaît au bon Dieu, cette année même. Espérons. D'accord, merci. C'était les questions qui ont été adressées à l'auteur. J'espère que les personnes qui les ont posées ont une satisfaction. Nous allons, ici une rubrique, on appelle la rubrique actualité. Vers la fin de la rentrée scolaire a été reportée. La raison évoquée est que la catastrophe naturelle qui a touché les pays, qui a fait que les écoles sont occupées par les populations. Ça, c'est la raison que l'État a évoquée. Et on voit qu'en ces derniers jours, il y a eu beaucoup de pluies qui sont tombées sur Bamako et des quartiers ont été touchés par l'inondation. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il a beaucoup trop plu cette année pour qu'il y ait des tels niveaux d'inondation ou c'est notre plan d'urbanisation qui est à remettre en cause? Qu'est-ce que vous pensez de ces catastrophes? Je ne sais pas s'il faut les qualifier de naturelles ou même des faits humains. D'accord, donc ma réaction par rapport surtout au fait que la rentrée a été reportée, je pense que tout le monde devait s'attendre à cela, parce que vous avez vu que les écoles sont remplies vraiment de sinistrés, beaucoup qui ont perdu leur maison. Donc on peut dire que c'est deux poids, deux mesures. D'un côté, nous pouvons parler que cela est dû à la catastrophe naturelle qui secoue le monde. Et aussi, je pense que le second point, c'est de revoir notre système d'urbanisation. Vous avez vu, il y a beaucoup qui sont
installés dans les lieux du fleuve et beaucoup sont installés vraiment à quelques mètres. Et d'autres même sont sur... je ne sais pas comment vous expliquer. Prenons par exemple ici le pont Tortue. Il y a des gens qui sont dans les rivières. Il y a des gens qui sont dans les rivières. Moi, je pense que c'est les deux. Oh, oui, la catastrophe naturelle, puisqu'il y a des pluies aussi qui sont attendues cette semaine et la semaine prochaine, qui seront beaucoup plus intenses selon la météo. Et aussi, je pense qu'il faudra revoir aussi tout ce qui occupe de façon illicite les abords des rivières, là, il faut les dégager. Parce que l'eau passe par là. Donc, tous les contours et autres, là, c'est dû à l'occupation illicite de ces D'accord. Cher assistant, on est à vous sur cette question. Abdou, très rapidement.